Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici les titres de ce journal. C'est le grand jour demain pour les étudiants et les encadreurs des institutions d'enseignement supérieur du pays. La rentrée académique 2023-2024 s'annonce sur des chapeaux de roue. La ministre Diaka Sidibé a échangé avec les acteurs du système. Une mission de l'agence togolaise de l'assainissement et de la salubrité publique est en Guinée. Un voyage pour profiter de l'expérience guinéenne en matière d'assainissement. La mission était chez le ministre de la décentralisation. Et enfin, lutte contre la traite des personnes. La Guinée renforce son dispositif de riposte. Un atelier de formation est organisé pour les acteurs communautaires et la société civile. Quel est l'objectif visé? On en parle dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Vous le savez déjà, demain, 16 octobre 2023, c'est la rentrée universitaire sur l'ensemble du territoire national. Au département, la ministre de l'Enseignement supérieur a invité les principaux acteurs à une conférence préparatoire et de cadrage. Une rencontre qui a permis de passer en revue toutes les questions liées au bon déroulement des programmes. Mounir Bari. L'année universitaire 2023-2024 est placée sous le sceau de la consolidation des acquis de ces deux dernières années. Pour matérialiser ces programmes et poursuivre les réformes engagées par le département, les recteurs et directeurs généraux des institutions ont été conviés à une rencontre préparatoire pour une rentrée universitaire apaisée et réussie. Cette réunion est une réunion de cadrage. Une réunion de cadrage en prélude à l'ouverture de l'année universitaire 2023-2024. Quand on dit qu'on va avoir une année universitaire réussie, ça demande des préparations. Nous avons pratiquement mis tout en œuvre pour passer en revue tout ce qu'il faut pour que l'année universitaire 2023-2024 soit démarrée avec succès. Cette réunion est une occasion pour la ministre de rappeler à tous la nécessité de la mise en œuvre des recommandations du Campus Tour Acte 3, mais également la préparation de l'évaluation dans le cadre du contrat de performance. L'année 2023-2024, c'est une année de stabilité. Nous allons en fait continuer à soutenir la formation des formateurs. Nous allons continuer à soutenir l'investissement dans les infrastructures. Nous allons continuer à soutenir les efforts qui vont dans le sens de l'employabilité des étudiants à travers les programmes alternance. Une fois les inscriptions et les réinscriptions des étudiants terminées, il s'agira d'expliquer et vulgariser les textes réglementaires et ensuite préparer l'accueil de nouveaux étudiants. À quelques heures donc de cette rentrée universitaire 2023-2024, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation s'est adressée à la communauté universitaire. Elle en profite pour parler des réformes opérées au sein de son département. Suivez la déclaration de la ministre Diaka Sidibé au micro de Mounir Bari. Cette année est placée sous le sceau de la consolidation des acquis. Je voudrais donc rassurer toute la communauté estudiantine et les enseignants-chercheurs de notre engagement permanent à soutenir le fonctionnement correct des institutions d'enseignement et de recherche scientifique, qui sont les piliers du progrès socio-économique de notre pays. Ainsi, les efforts relatifs au financement de la formation des formateurs inscrits tant dans les institutions guinéennes que dans les institutions africaines et internationales, tout comme la construction des infrastructures universitaires et les efforts de soutien à l'employabilité des étudiants seront poursuivis au cours de l'année universitaire qui commence. À cet effet, il convient de signaler que si, à l'ouverture passée, les institutions publiques d'enseignement supérieur ont reçu un effectif autour de 9000 bacheliers, cette année, elles vont en accueillir près de 25 000. Cette particularité m'amène à encourager tous les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur publics et privés à demeurer plus efficaces et à les inviter à prendre les dispositions idoines pour assurer une rentrée universitaire effective ce lundi 16 octobre 2023 sur toute l'étendue du territoire national.
Des propos de la ministre sont recueillis par Mounir Bari. Et d'ailleurs, vous suivrez l'intégralité de cette déclaration après notre édition d'information. Une nouvelle année académique, de nouvelles stratégies également pour qualifier l'enseignement technique en Guinée. À Zérékoré, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel et l'École normale des professeurs mobilisent les efforts. Ils renforcent en ce moment les capacités des gestionnaires d'établissements et ce pour mieux qualifier les apprenants. Mohamed Salioupaïa. Pour qualifier la formation professionnelle dans les institutions d'enseignement professionnel dans la région forestière, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, ONFPP, renforce les capacités des formateurs et gestionnaires des écoles professionnelles. Supervisé par l'inspection régionale de l'enseignement technique, cet espace d'échange devrait harmoniser la gestion de la formation professionnelle. Cette première opération de partenariat entre l'ANPET et l'ONFPP. L'ANPET est une institution qui a développé une expertise en matière de formation, de perfectionnement en pédagogie et de formation de perfectionnement en administration scolaire. Les enseignements que vous allez recevoir de la part de nos éminents formateurs vont être d'une grande valeur ajoutée, va pouvoir vous donner les outils pour mieux œuvrer à l'acquisition des compétences par les jeunes que vous formez. L'objectif de cet atelier de formation, c'est pour le renforcement des compétences pédagogiques des formateurs d'un côté, et de l'autre côté, c'est le renforcement également des compétences des gestionnaires, des établissements, disons, du système de l'enseignement technique privé au niveau de l'inspection régionale de Zérékoré. Levier du développement socio-économique de chaque pays, le département de l'enseignement technique voudrait, à travers ces séances de renforcement de capacité, améliorer le fonctionnement des établissements professionnels. Cette formation répond à un double impératif, celui de former périodiquement les formateurs dans le cadre du professionnalisme, mais aussi de favoriser la coopération entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle de l'emploi, à travers l'ONFPP, et les écoles privées. Cette formation vient à point nommé parce que ça vient pour satisfaire nos besoins. On avait une forte attente de cette initiative et c'est pourquoi nous les remercions. Bon, une formation est toujours nécessaire, quel que soit le niveau qu'on a. Donc je pense que ça va renforcer ma capacité de faire davantage. Rappeler les enjeux de la formation professionnelle, la nécessité de la remise à niveau continu des formateurs sont entre autres résultats attendus au terme de ces journées d'échange. Dans le reste de l'actualité, je le disais tout à l'heure au sommaire, le modèle guinéen en matière d'assainissement séduit au-delà des frontières du pays. Une mission du Togo, de l'Agence de l'assainissement et de la salubrité publique, séjourne actuellement en Guinée. C'est dans le cadre d'un échange d'expériences avec les acteurs chargés de ces questions dans notre pays. La mission a été reçue par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. On fait le point avec Amadou Touré. Le modèle guinéen dans la collecte et le traitement des déchets solides inspire les pays de la région. C'est dans ce cadre que cette mission de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique ANASAP du Togo séjourne à Conakry. Objectif, s'entretenir avec les cadres de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique ANASP dans le cadre d'un échange d'expériences dans le traitement des déchets. Nous avons compris au niveau du Togo qu'il y a une brigade de salubrité et qui sanctionne des comportements délicats de la population. Donc aujourd'hui, nous avons compris que ça, c'est un instrument qui manque au niveau de l'Agence de la Guinée. Après ces séances de travail, la mission togolaise a été reçue en audience par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous avons pu visiter les structures qui sont mises en place dans le cadre de la gestion des déchets urbains de la ville de Conakry. Et nous en sommes fiers et nous nous réjouissons pour le résultat qu'ils sont en train d'avoir depuis un petit laps de temps qu'ils sont nés, et le résultat est visible. Les réformes ont été apportées au niveau de la gestion de l'assainissement à l'échelle de tout le pays, mais beaucoup plus au niveau de Conakry. C'est ce qui a amené les autorités du Togo à dépêcher l'équivalent de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique de Guinée, appelé chez eux l'ANASAP, pour venir faire un voyage d'études en Guinée, voir
qu'est-ce que les autorités en si peu de temps ont pu mettre en place dans le cadre de l'assainissement pour rendre la ville de Conakry propre, afin de s'en inspirer pour aller faire le même processus au Togo. Ces résultats dans le domaine de la salubrité publique sont le fruit de l'initiative présidentielle de journée civique d'assainissement et des efforts du gouvernement guinéen à travers l'ANASP, appuyé par les partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne à travers Enabel Sanita Ville Propre et Albarek. Et puis, la maîtrise de la commande publique par les agents de la direction de contrôle des marchés publics est au centre d'une formation à Conakry. Les participants améliorent leurs connaissances en vue de mieux gérer les deniers publics. Assurer le bon fonctionnement des services est un autre objectif de cette formation. Sona Sagnon. La faible maîtrise des procédures par les agents qui animent la chaîne de contrôle des marchés publics crée des goulots d'étranglement, d'où cette formation du personnel sur les logiciels initiés par la Direction générale du contrôle des marchés publics. L'objectif est de faciliter la compréhension et le traitement des dossiers. Dans le cadre de notre organisation interne et du contrat de performance que nous avons avec le ministre de l'économie et des finances, nous avons initié cette formation pour les agents à la base, à savoir les assistantes de direction, les secrétaires, les chargés d'études, pour qu'ils puissent être encore mieux outillés à livrer des services de qualité, à élaborer des outils de contrôle de qualité, à améliorer leur performance dans le travail quotidien qu'ils livrent dans le cadre du contrôle que nous faisons, que nous exerçons au niveau des procédures de passation des marchés publics. Je pense que l'initiative est très salutaire pour la Direction générale des marchés publics. Le renforcement des capacités dans le domaine de la maîtrise des nouvelles technologies est une nécessité indispensable pour toutes les directions, pour tous les départements. Je pense que cette initiative doit s'étendre sur tous les ministères. Cette session de renforcement des capacités concerne plus d'une trentaine de participants issus de la sous-direction. Je remercie la direction d'initier cette formation. Cette formation va nous aider à améliorer nos compétences pour pouvoir traiter les dossiers. Après cette formation, nous allons améliorer nos compétences dans le cadre de notre travail. Ça permettra de digitaliser désormais nos activités à l'intérieur de notre direction. La Direction générale de contrôle des marchés publics a fait du renforcement des capacités de son personnel un axe majeur de son action. On en vient maintenant à cette conférence débat pour mieux édifier les citoyens guinéens sur la façon d'investir dans l'immobilier aux États-Unis d'Amérique. Cette rencontre est pilotée par Kadiatou Baldé, une compatriote établie dans ce pays. Opportunité saisie pour inviter aussi les jeunes Guinéens à entreprendre et à participer ainsi au développement socio-économique de notre pays. Moussa Bangoura. Investir aux États-Unis dans l'immobilier et les finances. C'est la toile de fond de ce déjeuner d'affaires, piloté par Kadiatou Baldé, guinéenne établie aux États-Unis d'Amérique. Il était question, avec ses panélistes, d'expliquer de façon globale le projet. Tous les gens les plus riches au monde, quel que soit ce qu'ils font, ils investissent toujours dans l'immobilier. Je voudrais vraiment que la jeunesse guinéenne essaie d'avoir ce qu'on appelle le skill. Parce que tu peux avoir toute l'éducation, mais si tu n'as pas de skill, tu n'as pas de stratégie, tu ne pourras pas réussir. Donc je les conseille à apprendre. Jeunes opérateurs économiques, hommes d'affaires et autres personnalités ont été édifiés sur ce projet à dimension internationale. C'est une opportunité qu'une de nos compatriotes qui est partie de zéro pour atteindre des niveaux très élevés dans le domaine du business et de l'immobilier aux États-Unis est venue nous présenter et donner l'opportunité aussi aux uns et aux autres non seulement de comprendre son parcours, mais aussi un outil qui permet de former les gens à se forger et à faire comme elle. L'immobilier, c'est la meilleure source d'investissement au monde, planétaire. Il n'y a pas mieux que ça. L'immobilier, ça marche partout. Alors maintenant, raison pour laquelle, si tu en as, tu peux. Il faut aller aux États-Unis, il faut aller en Belgique. Tout ce qu'elle est en train de dire, c'est l'Occident. Pour réussir ce pari, dans le pays de l'oncle Sam, des jeunes ont été sensibilisés à se lancer dans l'entrepreneuriat en vue de saisir cette opportunité très avantageuse dans le futur. Dans l'actualité encore, le ministre des Mines poursuit son séjour dans la préfecture de Kouroussa.
Moussa Magasuba est sur le terrain pour sensibiliser la population et la société minière sur la nécessité de cohabiter pacifiquement. Mission accomplie puisque les deux parties ont décidé d'aplanir leurs divergences. Saint-Martin Fancinadouno. Deuxième journée de consultation du ministre des Mines et de la Géologie à Kouroussa. Hommes, femmes et jeunes se sont fortement mobilisés. La maison des jeunes de la préfecture abrite la rencontre. Une hospitalité remarquable des habitants du Hamana manifestés dans cette salle archi-comble. Un accueil aussi chaleureux pour donner place à la médiation. Après l'intervention du ministre, qui leur a expliqué la vision et l'engagement du président de la République à améliorer les conditions de vie des Guinéens, les acteurs de ce conflit sont édifiés sur le contenu local et les avantages de cette société pour leur Hamana. Tous se sont engagés à adhérer au compromis trouvé. On a eu effectivement beaucoup de discussions et grâce à l'intermédiation du ministre des Mines, je crois qu'on a trouvé des solutions à toutes les doléances qui ont été posées. Hier, j'ai entendu le cri de cœur des sages. Je voudrais ici m'excuser si quiconque que ce soit au niveau de la société a eu des mots déplacés envers vous. Et aujourd'hui, je me confie à vous comme votre enfant, comme votre fils. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Ils ont tout accepté. Les 7 points ont été acceptés. On n'a pas enlevé un seul là-dedans. Tout sera fait comme ça a été demandé par Kouroussa. Tant qu'il y a la place de dialogue, il n'y a pas de brutalité. Rentrer les enfants à l'école, c'est très nécessaire. Parce que si on ne le fait pas, on va perdre. Comme il a dit, si tout le monde va dans les mines, on refuse d'étudier, il y aura un temps ici, trouver même un commis dans la région, ça sera très difficile. Il faut qu'on importe, que Dieu nous en garde. Depuis plus de 2 semaines, le ministre Moussa Magasuba a délégué sa chargée des relations communautaires auprès de l'administration de Kouroussa pour la résolution de cette crise. Après plusieurs rencontres sans succès avec les acteurs, Aminata Kanté et les autorités administratives apprécient l'implication du ministre qui a réussi à aplanir toutes les divergences survenues. Nous pouvons remercier Monsieur le ministre pour son accompagnement dans la résolution de ce conflit. Il faudrait que le code minier, en ses différents articles concernant le contenu local, soit vulgarisé, que les gens comprennent c'est quoi le contenu local. Tout le problème dans nos communautés en ce moment, c'est le concept contenu local qui est mal compris. Et cela est dû au taux d'analphabétisme assez élevé dans nos communautés. Il faudrait que nous, en tant que ministère des Mines, nous puissions faire des vulgarisations et des sensibilisations dans nos différentes langues nationales. Pour l'émissaire du chef de l'État, cette étape franchie traduit la volonté du colonel Mamadi Doumbouya à promouvoir la paix dans toutes les localités de la Guinée. Les sages ont exprimé leur point de revendication hier nuit. Et nous avons commencé nos consultations avec la direction générale de la société hier nuit et jusqu'à ce matin. Et toute la plateforme revendicative qui comprend 7 points majeurs, nous sommes parvenus à trouver des solutions à chacun des points. Et c'était dans ce cadre de lancer ce message du chef de l'État aux populations de Kouroussa pour leur dire que la paix, rien que la paix, c'est avec ça qu'on va développer ce pays-là. Après la maison culturelle, le ministre a rencontré dans la nuit de ce samedi les jeunes leaders de Kouroussa. Ici, la parole est libérée. Ces jeunes s'expriment sur ce qui les a opposés à la société KGM depuis un certain temps. Ils sollicitent plus d'attention des responsables de cette société en termes d'emploi des ressources humaines de leur préfecture et du respect du contenu local. Évidemment, nous sommes entièrement parfaits de l'arrivée de Monsieur le ministre, car depuis bien avant, nous avons reçu beaucoup de délégations ici pour pouvoir résoudre ces problèmes. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, il est venu et puis le problème est résolu. Nous avons bien réussi dans le combat parce qu'il n'y a pas eu de casse, ni de menaces, ni autre chose. Il y a eu des dialogues, bien évidemment qu'il n'y a pas eu des ententes, mais aujourd'hui, nous parvenons à une finalité qui est positive de la part des Kouroussa. La société KGM annonce la mise en place d'un comité communautaire de gestion des projets de développement et des réclamations qui surviendront.
Après donc la commune urbaine de Kouroussa, le ministre et sa délégation se rendront dans les communautés impactées pour leur transmettre le même message de paix et surtout de dialogue quand il s'agit de réclamer. Dans cette édition d'information également, nous allons prendre la direction ce soir encore de Forêt-Karia, une préfecture qui a joué un rôle central à l'époque coloniale du triangle bananier, un âge d'or des cultures d'exportation que les acteurs du développement rural évoluant dans la zone comptent bien reconquérir. À Mafereya, vous allez le voir, des cultures exotiques comme la banane plantain de la forêt donnent des résultats satisfaisants. Une prouesse de l'opérateur économique Makabari qui offre des opportunités d'insertion socio-professionnelle aux jeunes. Fodé Camara. Disposant d'un bassin de production au sol très fertile, Forêt-Karia est une terre d'opportunités dans le domaine de l'agrobusiness. Comme ici à Mafereya, les terroirs de Forêt-Karia attirent de nombreux investisseurs, à l'image de Makabari, le PDG de l'Aguipresse. Un entrepreneur rural qui jette son dévolu sur un périmètre de 100 hectares de cultures associées. Dans ce complexe agro-pastoral, ce paysan leader expérimente différentes variétés d'ananas et de bananiers. C'est une plantation qui fait à peu près 100 hectares. Nous avons à peu près une dizaine d'hectares en ananas, 5 hectares de rejets d'ananas que nous nous apprêtons à faire. On a à peu près 12 000 pieds de bananes locaux qu'on a fait venir de Zérekouré par le système goutte à goutte. Avec un système, nous arrosons par le solaire. Et aujourd'hui, ça a donné de très bons résultats. C'est pour moi l'occasion aujourd'hui de remercier son Excellence le Président de la République et son gouvernement, et particulièrement le ministre de l'Agriculture et son équipe. Dans cette exploitation, les techniques culturelles sont conduites par des agents de la direction préfectorale de l'agriculture et de l'élevage et d'autres ouvriers agricoles très imbus des spécificités de la terre de Forêt-Karia, une terre propice à des cultures exotiques. On a fait une toute première expertise qui est venue en quelques questions de 1000 pieds dans le cours de la forêt. Donc lorsque c'est venu, on a expérimenté, on a vu que oui, à la basse côte, à locaux bien sûr, ça peut marcher. Le bananier et l'ananas, deux cultures d'exportation convoitées sur le marché local et à l'international. Des produits périssables très capricieux dont les difficultés sont exposées aux autorités du monde rural. Si hier, d'autres produits venaient d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons prouvé à suffisance que Forêt-Karia est en train de redevenir le grenier de la Guinée. On a testé des bananes à locaux ici. Plus de 20 000 pieds de bananes à locaux, c'est là. Et ça a réussi à Forêt-Karia. D'autres bananes ont donné comme avant. La doléance que nous posons aujourd'hui au gouvernement et à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, c'est comment écouler ces produits et comment les conserver. C'est un vrai problème. Pour susciter des vocations vers la terre, les autorités du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage poursuivent l'offensive vers les opérateurs économiques, comme le PDG de l'Aguipresse et les groupes Sonoco, Al-Bayrak et d'autres sociétés. Une politique de promotion de l'agrobusiness accompagnée par des mesures attractives, marquées par des facilités d'accès à la terre, aux intrants et aux équipements pour des petits et des grands producteurs. Et pendant ce temps, c'est le moment des récoltes à plusieurs endroits du pays. Nous nous intéressons à présent à la culture du fonio sur les traces de Adja Fatoumata Magasuba. On vous amène dans deux localités de la savane guinéenne, Ourembaya et Kumba. Une bonne moisson sur 50 hectares. Musique et instruments traditionnels étaient mobilisés pour encourager cette dame qui marque significativement des points dans cette activité agricole. Djamokaba. Elles sont nombreuses, des champions du monde rural qui s'intéressent à la culture du fonio. Parmi elles, Fatoumata Magasuba. Dans les plaines de Ourembaya, elle affiche ses ambitions. 20 hectares sont valorisés cette année pour boucler une campagne agricole réussie
à l'image de cette récolte qui bat son plein. En musique, la moisson est pleine de promesses. L'apport de l'État a permis de franchir plusieurs étapes. Nous disons merci au gouvernement à travers l'acquisition des machines en crédit. La reconquête est en marche pour valoriser ce produit phare très convoité. Mamadi Doumbouya, Anna président Mamadi Doumbouya n'a folie à la ministre Nyumanye, Nanyale Mamoudou Bari. Même innovation à Kumba, terroir du Fonio. Là encore, la récolte est toujours manuelle. Une agriculture familiale, riche en emplois temporaires. Le périmètre est estimé à 30 hectares. Très engagé pour la révalorisation de la filière Fonio, de la terre à l'assiette, Adjafanta Magasuba désire faire connaître ce grain qu'elle voit comme l'une des solutions à privilégier pour assurer une agriculture et une consommation durable partout dans le monde. Nous la reconnaissons comme femme leader. Ensuite, nous la reconnaissons comme productrice, transformatrice de produits. Je suis là aujourd'hui accompagné Madame Magasuba dans son centre de Fonio, très important, une femme brave. C'est une action salutaire, encourageante. Maintenir le cap nécessaire à la commercialisation du Fonio n'est pas aisé pour la promotrice, malgré ses expériences dans la transformation agroalimentaire. Dans toute la savane cette année, Fatoumata Magasuba a pu valoriser 91 hectares de Fonio. L'année prochaine, elle souhaite aller au-delà à travers l'acquisition des outillages agricoles permettant d'augmenter les superficies cultivées. Autre chose dans cette édition d'information, cohésion d'équipe, fiscalité et stratégie fiscale, c'est le thème d'une rencontre qui vient de regrouper à Conakry les acteurs concernés par des questions de fiscalité et de management des entreprises, des concepts clés qui stimulent la collaboration, la performance et la réussite au sein d'une entreprise. Daouda Tamansila. Après une première édition couronnée de succès l'année dernière, les cabinets Africa Elite Consulting et Africa Audit sont encore cette année face aux entreprises. Ensemble, ils échangent autour des facteurs qui peuvent influencer la cohésion d'équipe tels que la communication, la confiance mutuelle, le leadership et les stratégies fiscales propres à toute entité. Ce qui est important dans ces rencontres, c'est carrément soutenir les dirigeants, soutenir les managers à tous les niveaux. Les managers, c'est des leaders et toute leur équipe compte sur eux. Et nous, après plusieurs observations, on a compris qu'ils ont besoin d'être soutenus. Nous avons reçu beaucoup d'informations intéressantes par rapport aux différents intervenants, surtout par rapport au management, aux défis liés à la cohésion sociale dans les entreprises. Je tâcherai d'utiliser ces informations-là pour un petit peu redynamiser l'équipe, la gestion fiscale au sein de ma boîte. Cette rencontre explore en profondeur les concepts clés de la fiscalité, une manière pour les organisateurs d'amener ces entreprises à mieux cerner leurs obligations comptables et fiscales en actes qualifiés d'ailleurs de civiques par cet expert. La fiscalité, elle est très importante dans un État parce que tout ce que l'État fait en termes de construction, de paiement des salaires, mise en œuvre des infrastructures relève un peu de la mobilisation des recettes fiscales au niveau d'un pays. Donc payer l'impôt, en fait, je me dis que c'est un droit civique pour tout citoyen. Nous sommes dans un système de digitalisation. L'objectif de nos cabinets à travers ce projet, c'est de mieux préparer ces entreprises-là à ces changements à travers les séminaires que nous organisons. L'année à venir, nous comptons encore élargir ce champ, trouver encore d'autres thèmes plus enrichissants que les deux éditions passées, en intégrant encore d'autres compétences. Pendant 2 jours, ces participants ont passé en revue des thématiques liées à la fiscalité, des stratégies pratiques qui renforcent la cohésion d'équipe, permettant ainsi l'établissement d'objectifs communs, la gestion des conflits et la création d'un environnement inclusif au sein des entreprises.
Dans l'actualité encore, les instruments du système de pesage de l'aéroport Ahmed Sékou Touré à l'épreuve des vérifications périodiques. Cette semaine, les bascules et pompes bascules ont été soumis au contrôle de l'Institut guinéen de normalisation. L'objectif est de s'assurer de la fiabilité de ces instruments. Abdul Karim Kamara. Après le départ des premiers voyageurs de la journée, la salle d'enregistrement de l'aéroport Ahmed Sékou Touré est momentanément vide. Devant les comptoirs arrive une équipe de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, le temps d'un contrôle sur ces bascules électroniques. Ici, l'échelon de vérification est de 100 kg et la lecture est faite sur 0,1 kg près. Dans le système de pesage, surtout à l'aéronautique, il faut une précision. Nous nous assurons de la fidélité, de la justesse, en quelque sorte de la fiabilité de tous les instruments utilisés par l'aéroport. Le résultat, après réglage de cette bascule, est 50 kg, conforme au poids de l'ensemble de ces 5 étalons. L'objectif recherché est de s'assurer qu'il n'y a pas d'à peu près pendant l'enregistrement des bagages. Les débits de poids sont centralisés après chaque opération de vol. Nous faisons simplement le suivi, mais la vérification de l'exactitude pour se rassurer, c'est à eux. Voilà pourquoi quotidiennement, chaque fois, ils sont obligés de repasser pour faire ce contrôle. Peu après, les agents de l'IGNM se rendent au fret, où ce sont les grosses pesées qui sont réalisées. Au cours du contrôle, un poids de 100 kg est déposé sur ce pont bascule. Une anomalie est aussitôt détectée, car le poids donné est 110 kg. Après réinitialisation de l'instrument, le poids normal s'affiche. Nous appelons tout un chacun de veiller à la présence des vignettes de conformité sur les instruments de mesure. L'Institut guinéen de normalisation et de métrologie contribue à la mise en œuvre des mesures de réforme inscrites dans le cadre opérationnel du programme de référence intérimaire piloté par Madame la ministre Topo Lama. Ici, à l'aéroport Ahmed Sékou Touré, cet exercice de l'IGNM a permis de vérifier tout le système de pesage, de l'emballage au service litige, en passant par l'aérogare de voisinage. Ce sont des instruments qui marquent les plus légères différences et de variations. Dans l'actualité encore, l'ambassade du Royaume d'Espagne en Guinée vient d'offrir une réception à Conakry. C'est pour marquer le 12 octobre, une date emblématique pour le peuple espagnol. Un événement qui a plusieurs sens donc dans la vie de ce pays européen. Explication Mekini Moussa Kamara et Abraham Christophe Conté. C'est lors de la célébration des 400 ans de la découverte de l'Amérique en 1892 que le 12 octobre devient par décret royal le jour de la fête nationale en Espagne. En 1913, sous l'impulsion de l'association ibéro-américaine de Madrid qui voulait unir tous les peuples hispanophones. En Guinée, l'ambassade du Royaume d'Espagne organise une cérémonie pour rappeler les principaux domaines d'intervention existants entre Madrid et Conakry. La coopération en matière de sécurité et de migration continue d'être un domaine prioritaire de nos relations pour lesquelles nous disposons d'un attaché de sécurité intérieure à l'ambassade et d'un officier de la Guardia Civile de l'Espagne affecté à la gendarmerie nationale. D'autre part, Guinéens et Espagnols, nous accordons sur l'énorme potentiel de nos relations économiques et commerciales. Le gouvernement guinéen a créé des conditions propices à l'investissement en Guinée. Le ministre des Affaires étrangères revient sur les axes de cette coopération bilatérale. Au nom de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la République, chef de l'État, souhaiter une bonne fête à Sa Majesté le roi Philippe VI, au peuple et au gouvernement espagnol. Le 12 octobre est toujours une occasion de souvenir pour vous, le peuple espagnol, mais aussi pour le monde entier. Monsieur l'ambassadeur, l'expérience historique, politique de votre pays est à partager avec le monde, donc à partager avec l'Afrique et particulièrement avec notre pays, la Guinée. Cela montre qu'un pays peut, malgré des soubresauts politiques souvent pas très confortables, se retrouver dans une pleine démocratie et travailler avec tous ses citoyens sur le même pied d'égalité.
Le 12 octobre, qui aussi coïncide au jour de la Vierge du Pilier, sainte patronne de l'Espagne et de la ville de Saragosse, prend le nom de fête de race ou Dia de la Raza. Le 12 octobre représente une date emblématique de la souveraineté de la communauté espagnole dans le monde. L'autre bonne nouvelle de cette édition d'information nous vient de la préfecture de Gawal. Les populations de Dombiadji bénéficient d'un centre de santé amélioré. C'est un fils de la localité qui fait ce geste et qui met ainsi fin à plusieurs années de manque d'infrastructures sanitaires dans cette partie de notre pays. Alpha Isiagaba. De la commune rurale de Koumbia, préfecture de Gawal, 1 heure de trajet pour rallier la localité de Dombiadji. Ici, les habitants font face à plusieurs difficultés liées aux infrastructures sanitaires. Aujourd'hui, la réalité est un lointain souvenir. Un centre de santé amélioré réalisé dans la zone. Derrière cet investissement, un des fils de Dombiadji. Disons, c'est un rêve d'enfant. J'ai grandi ici. En 2004, j'étais là. En parlant même, je suis un peu ému parce que ma grand-mère était tombée malade en 2004. Et malgré que je n'ai pas pu sauver ces gens-là, je me suis dit, tous ces gens-là sont mes parents, pourquoi pas leur faire ce que je peux. Donc c'est ce qui m'a encouragé à mener ce combat, quoi. On a écrit le projet, on a cherché des investisseurs. Et le Lions Club de l'Allemagne, de notre région, a décidé de nous venir en aide. Le centre de santé amélioré vient mettre fin à un long calvaire des habitants de Dombiadji. Des habitants qui parcouraient plusieurs kilomètres pour des soins adéquats, l'infrastructure sanitaire aussitôt réalisée et aussitôt équipée. Je remercie le ministère de la Santé qui s'implique dans la cause de la population guinéenne. Également la Direction nationale des établissements qui a eu, n'est-ce pas, cette curiosité de venir voir ce grand édifice afin de voir comment l'intégrer tant que centre de santé amélioré. Dans ce centre de santé amélioré de Dombiadji, il y a l'infirmerie, la pédiatrie et d'autres salles d'hospitalisation. Mieux, un système d'électrification est développé par le donateur. Cet hôpital compose 5 blocs. Nous avons le bloc administratif, une guérite, un bloc polyvalent, les blocs d'opération et autres. Et nous avons encore un autre bloc qui est la morgue. On est très fiers de voir, c'est un rêve pour la population de Dombiadji, de voir ce centre de santé net qui va diminuer beaucoup la souffrance. Non seulement la souffrance du cas de traitement de palu, la souffrance foétale des femmes en difficulté d'accouchement et d'autres cas d'opérations comme les hernies, ainsi de suite. Avec la réalisation de ce centre de santé amélioré, une lueur d'espoir se dessine dans la prise en charge sanitaire des malades. Au même moment, je le dis également au sommaire, la République de Guinée renforce son mécanisme de lutte contre la traite des êtres humains. Un atelier de formation est organisé en faveur des acteurs communautaires et de la société civile. L'objectif pour les autorités et pour les partenaires est de les impliquer davantage dans la lutte contre la traite des personnes dans notre pays. Nous nous sommes d'acquitter pour des explications. Durant 3 jours, une trentaine de participants des organisations communautaires et de la société civile sont outillés sur l'approche de la sécurité humaine et les mécanismes de protection dans le cadre de la traite des êtres humains. Dans notre pays, les victimes de la traite sont le plus souvent réduites au silence à cause des pesanteurs socio-culturelles. Faire participer ces acteurs de la société civile est donc une manière pour l'OIM d'encourager l'engagement communautaire pour contrer ce fléau. L'objectif du projet, c'est d'amener un concept de sécurité humaine vis-à-vis la lutte contre la traite des êtres humains. Et c'était un projet fait en étroite coordination et coopération avec les acteurs étatiques. Il y a une grande amélioration au niveau des mécanismes nationaux. Par exemple, le comité interministériel de la lutte contre la traite de personnes. C'est un service au niveau de la police et de la gendarmerie qui travaille sur la question de la prévention et de la lutte. Et on est là, c'est pour l'accompagnement. En outre, cette formation va permettre l'amélioration du système de repérage des personnes victimes, stimuler la collaboration et les soutiens locaux dans la lutte contre la traite des personnes. Nous avons vu des personnes qui avaient l'habitude
de faire venir des jeunes filles de l'intérieur, les faire exploiter dans les familles, mais ceux qui les ramènent là, profiter de leur salaire. C'est un grand péché. En 2022, plus de 15 décisions de condamnation des personnes reconnues coupables ont été prononcées. Dans la lutte contre la traite des êtres humains, la République de Guinée n'est pas en marge. Le gouvernement guinéen a entrepris plusieurs actions, parmi lesquelles la ratification de plusieurs conventions, protocoles et accords bilatéraux, le renforcement du cadre institutionnel, le renforcement des capacités des différents intervenants, l'adoption par le CNT de la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et pratiques assimilées. Selon le classement annuel du secrétariat d'État américain, en 2022, la Guinée a quitté la liste de surveillance de niveau 3 pour être sur la liste de surveillance de niveau 2 qui correspond à une évolution satisfaisante dans la lutte contre la traite des êtres humains. Et voilà qui nous amène à parler d'un autre combat, celui contre le viol sur mineurs. Le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders vient de terminer la mise en œuvre de son projet de campagne médiatique. Des rencontres ont été organisées avec des responsables de plusieurs départements ministériels en vue de vulgariser la loi qui criminalise le viol sur mineurs. Oumou Touré. Plusieurs entités étatiques sont visées par cette série de plaidoyers entamés par l'antenne guinéenne du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders de la CEDEAO. À l'OPROGEM, l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, les échanges ont porté sur la lutte contre toutes les infractions sur la chaîne des violences basées sur le genre, dont le viol sur mineurs. Notre présence est nécessaire à vos côtés parce que nous émettons sur la même longueur d'onde. Nous voulons atteindre le même objectif. Le bien-être et le suivi des personnes vulnérables, surtout les victimes de viols et de violences conjugales, mais aussi toutes sortes d'infractions liées aux violences basées sur le genre. Au cours de l'année 2022, 281 cas de viol ont été enregistrés dans notre pays. Et pour le premier trimestre de 2023, les statistiques font état de 84 cas de viol. La prise en charge correcte de toutes ces victimes nécessite l'intervention des spécialistes de santé pour l'écoute et l'orientation. Certaines convenances font que les gens n'en parlent pas. Et je crois que peut-être le premier résultat du plaidoyer que vous faites, c'est de dire à nos compatriotes, à nos familles, à nos communautés qu'en fait que c'est un problème et il faut avoir le courage d'en parler et essayer d'appeler à l'aide. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, les préoccupations sont partagées et des solutions proposées. Bientôt, nous allons avoir le CIR aussi, le cadre d'orientation curriculaire. Nous sommes en train de réfléchir, nous allons réfléchir avec l'ONG comment nous pouvons tenir d'ailleurs ces cours en milieu scolaire avec les enfants, inculquer ces valeurs aux enfants, leur montrer, les enseigner sur comment se comporter, sur ce qu'il faut faire, comment éviter les violences en milieu scolaire et pour le bonheur de l'école guinéenne. Le viol est un crime puni par la loi. Les coupables peuvent écoper jusqu'à 20 ans de prison ferme. Les autorités encouragent les citoyens à briser le silence par la dénonciation de tous les cas de viol, dont le viol sur mineurs. Merci à Oumou Touré. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes qui m'accompagnent depuis 3 jours maintenant. Demain, c'est Kadiatou Kaba qui vous donne rendez-vous à partir de 20h30. En attendant, je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.